Bonjour, chers tous, je vous salue et je vous présente mes vœux de cette année 2026, je dirais les vœux de liberté, parce que le monde aujourd'hui elle est en proie de l'injustice. Je me nomme Sidney Crispelli Dongigonga, activiste et défenseur des droits humains, membre et coordonnateur en charge du monitoring du mouvement citoyen ras-le-bol, aussi membre d'un réseau World Liberty Congress et collaborateur d'un ancien candidat aux élections présidentielles, injustement incarcéré en République du Congo, qui n'est que autre le général Jean-Marie Michel Nkoko. Cet engagement, je dirais, brûle en moi depuis 2014, avant le changement de la Constitution en République du Congo. Et donc, depuis belle lurette, je dis, nous œuvrons pour la justice sociale au Congo. Et j'ai également été emprisonné pour les atteintes à la sûreté d'État en 2015, avant le changement de la Constitution, précisément le 17 septembre. J'ai été enlevé à la bibliothèque universitaire Marien Ngouabi. J'ai également été emprisonné encore une fois encore de plus en 2017, après justement notamment l'emprisonnement d'un ancien candidat également aux élections présidentielles, qui est aujourd'hui aussi en prison au commissariat. J'ai aussi été emprisonné encore d'une fois de plus pour atteinte à la sûreté d'État en 2021 avec des responsables que vous connaissez tous des M22, le docteur Alex Zabana. Et donc voilà un peu ce que je suis, et je suis aussi informaticien de profession. Merci. Je me présente devant vous en connaissance de cause, parce que en tant qu'acteur du changement, nous avons assez à dire concernant les injustices sociales au Congo. Mes chers compatriotes, chers tous, je dirais, parce que je ne m'adresse pas qu'aux Congolais, mais aussi c'est pour une façon d'étayer notamment la lanterne du monde entier sur la situation qui se vit actuellement au Congo, sur les violations notamment des droits humains, parce que quand nous parlons des violations des droits humains, ce n'est pas seulement les atteintes aux libertés fondamentales, c'est aussi des violations des droits des travailleurs et la violation également des droits des travailleurs constitue aussi une menace des droits humains. Et voilà pourquoi ce jour, nous venons pour en parler sur notamment le monde syndicalisme au Congo et les défis également et les méfaits en République du Congo. Et donc, avant d'y aller plus loin, je pense qu'il faut ici rappeler le rôle notamment du syndicalisme, parce que le syndicalisme est une structure ou un groupe qui existe depuis belle lurette dans le monde pour lutter pour les droits des travailleurs et le respect notamment des conditions également des travailleurs. Marie-Lise Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat de France. Mais c'est pas un peu ringard, les syndicats? À quoi ça peut servir en 2025? Ça sert à beaucoup de choses, parce que tant qu'il y a du travail, il y a besoin d'organisations syndicales. Dans les administrations, dans les entreprises, les syndicalistes sont là pour
représenter, d'une part, les travailleurs et les travailleuses, et puis défendre leurs droits et négocier avec les employeurs pour obtenir des avancées sur la question des salaires, les conditions de travail, la formation professionnelle, par exemple. Et puis, on négocie aussi dans les branches professionnelles, quand il s'agit des conventions collectives, les organisations syndicales. Elles négocient avec des représentants des employeurs des conventions collectives qui permettent de couvrir tous les salariés d'un même secteur professionnel. Donc, si je comprends bien, s'il n'y a pas de syndicat dans mon entreprise, ce que vous négociez, ça me concerne quand même. Absolument, ça vous concerne directement parce que même si vous avez personne dans l'entreprise, pas d'organisation syndicale, comme votre employeur est obligé d'appliquer la convention collective, ce sont des droits qui sont négociés par les syndicats à l'échelle de la branche professionnelle. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent être discutées à l'échelle nationale, par exemple, l'assurance chômage, l'emploi des seniors, ce sont des dispositifs qui vont couvrir l'ensemble des secteurs d'activité. Et ça, c'est grâce aux organisations syndicales au niveau national. Et c'est comme la réforme des retraites, ça veut dire que c'est les syndicats qui écrivent la loi ? Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les organisations syndicales et patronales, elles discutent et elles font des propositions. Quand il s'agit de faire la loi, ensuite, c'est le Parlement qui écrit la loi, qui s'inspire des propositions qui sont faites par les différentes organisations et qui débat du texte et l'adopte. Donc il y a bien, d'une part, les organisations syndicales et patronales qui discutent, mais d'autre part, c'est le Parlement qui fait la loi et qui fait en sorte qu'elle soit adoptée. Mais admettons, moi je ne suis pas syndiqué. Ce que vous négociez, ça s'applique à moi quand même ? C'est une particularité en France. Tout ce qui est négocié, les accords collectifs, bénéficient à l'ensemble des salariés, même s'ils ne sont pas syndiqués. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, mais c'est une caractéristique en France de ce qu'on appelle un syndicalisme qui contribue à l'intérêt général. Donc en fait, le fruit des accords bénéficie à tous les salariés. Alors c'est quoi pour moi l'intérêt de me syndiquer ? Alors se syndiquer, c'est surtout un intérêt de se syndiquer à la CFDT. C'est d'abord bénéficier de services, c'est être défendu, voir ses droits respectés et être défendu par un militant CFDT, c'est avoir des réponses à ces questions. Donc avec un dispositif que l'on a mis nous en place CFDT, vous pouvez téléphoner, poser toutes les questions qui vous intéressent, vous ou vos proches, sur votre contrat de travail, mais ça peut aussi concerner votre vie privée. C'est avoir accès à de la formation. Donc ça, c'est un ensemble de services qui sont destinés aux adhérents et aux adhérentes de la CFDT. Le deuxième intérêt, c'est rejoindre un collectif, c'est construire le rapport de force et c'est pouvoir agir concrètement sur les sujets qui vous intéressent, la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple. Et puis adhérer à la CFDT, c'est aussi adhérer et faire vivre des valeurs que l'on défend collectivement, comme la solidarité, l'émancipation, la démocratie ou encore l'égalité. Tout ça, ça fait partie d'un beau projet collectif auquel tous les adhérents et les adhérentes de CFDT peuvent participer. Merci Marie-Lise Léon. Merci. Mais malheureusement, vous allez constater que en République du Congo, la situation elle est catastrophique. Mais avant d'aller plus loin, ici j'aimerais tout simplement revenir un peu en arrière pour vous dire que avant qu'elle ne soit catastrophique, il y a eu un temps où ces groupes-là étaient à l'origine des mutations, notamment des changements dans ce pays. Donc, je vais parler de 1963 avec les figures que certains connaissent comme les femmes comme les Mématika, les Boukambu. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu ressasser l'histoire notamment du syndicalisme au Congo et des années 63 avec des figures, des dames qui ont lutté dans ce secteur-là, comme Madame Aimé Matika. Je me pose la question si elle est encore en vie. Les Julien Boukambu Julien Boukambu qui n'est plus en vie, paix à son âme. Le 15 août 1963, les 5 années de gouvernance de l'abbé Fulbert Youlou s'achèvent brutalement. Un mouvement syndical, récupéré par des groupes se revendiquant révolutionnaires, donne naissance à un soulèvement populaire, la révolution des 13, 14 et 15 août 1963.
L'histoire retiendra ces 3 jours sous le nom évocateur des 3 Glorieuses. Face à la pression de la rue et à l'impasse politique, Fulbert Youlou remet sa démission aux leaders syndicaux en présence des hauts responsables militaires. Et ensuite, on pourra aussi parler des années 91 de Bokamba Yangouma et tout le reste, parce que ils étaient pas seuls, c'était un groupe de personnes qui travaillaient pour les intérêts des populations. En 91, nous avons une figure emblématique qui était Bokamba Yangouma. Nous avons ce qui a découlé, ce qui a suscité cet élan de l'organisation de la conférence dite nationale. Mais malheureusement, que moi j'appelle le lavage des mains des hypocrites, parce que ça, il faut le signifier, parce que en sortir de cette conférence nationale, tout ce qui a été pris lors de cette conférence nationale n'a pas été mis en pratique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous revenons sur les mêmes choses, les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette question en long et en large concernant le syndicalisme au Congo. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons deux grands groupes au Congo des syndicalismes, et un autre qui venait de se créer il n'y a pas très longtemps par Madame Anne Ndila, cette dame qui est vêtue d'un esprit de pouvoir ramener un changement au niveau de ces groupes du syndicalisme, mais malheureusement qui est botté en touche par ceux qui ont inféodé ce monde-là. Donc aujourd'hui, mes chers tous, la situation du syndicalisme au Congo est critique. Vous allez vous retrouver les sous-groupes qui sont affiliés aux grands groupes. Malheureusement, ce que nous constatons depuis le retour de Monsieur Denis Sassou Nguesso au pouvoir, que les groupes des syndicats ont été inféodés, infiltrés, et aujourd'hui ces groupes ne servent que de façade. Les droits des travailleurs sont totalement menacés. Vous allez retrouver dans tous les secteurs, vous allez constater que quand les grèves débutent après quelques semaines, sans pourtant qu'il y ait gain de cause, on arrête les grèves. Mais malheureusement, c'est tout simplement parce que ces groupes ont été inféodés par le système qui est au pouvoir. Et donc, tout autour de ces faits-là, ces faits qui sont gravissimes, nous constatons ensemble aujourd'hui que vous retrouvez dans plusieurs secteurs des travailleurs qui font 93 mois sans salaire, donc des arriérés. La salle de mariage de la mairie centrale pleine comme un œuf. Les agents municipaux de Pointe-Noire se sont mobilisés pour décider ensemble de leur situation sociale difficile. Seul pour la circonstance à tenir les manettes de cette assemblée générale, le deuxième vice-président de l'Union des secrétaires généraux élus des syndicats des mairies du Congo appelle les syndiqués à prendre conscience de leur destin. Il s'agit des mêmes mots qui minent les agents des municipalités du Congo. Je suis en train de voir un camarade de Mosenzo qui, par manque de salaire, s'est retrouvé en brousse pour faire la chasse. Et là-bas, mordu par un serpent, il a eu la mort. Je suis en train de voir ceux-là qui ont perdu leurs épouses. Prenons-en conscience. Si nous avions reconnu à notre roi sa royauté, il devait lui appartenir de reconnaître l'esclavage que nous avions en tant qu'esclaves. Après la mise en place des instances de cette assemblée générale, les participants ont tour à tour pris connaissance
du contenu du cahier de charges des revendications adressées au Premier ministre, de la lettre de rappel relative au cahier de charges, toujours à l'attention du chef du gouvernement. N'ayant aucune suite favorable à ce jour, ces agents qui sont à près de 10 arriérés ont à l'unanimité décidé d'un préavis de grève. L'Assemblée générale des agents municipaux de Pointe-Noire s'est tenue ce jeudi 16 octobre 2025 dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Après moult échanges, l'Assemblée générale, tenue ce jour, a décidé d'un préavis de grève. Éteignant les travaux de cette Assemblée générale, Rufin Lomba a demandé aux syndiqués d'observer la loi pour ne pas troubler l'ordre public. Au même moment, leurs collègues de Dolisie, Brazzaville et d'autres localités sont confrontés au même problème. Dans le secteur de l'enseignement, pareil, vous avez des appelés dits volontaires pour certains qui compilent des mois sans pourtant être payés ni engagés. Suspension de la grève des enseignants communautaires. Dès ce 5 janvier, tous les enseignants vont renouer avec les cours sur l'ensemble du territoire national. Cette décision prise par les pétitionnaires à l'issue d'une assemblée générale tenue ce samedi 3 janvier dans la capitale intervient après une série de pourparlers jugés favorables avec le gouvernement sur les revendications socio-économiques des enseignants communautaires. L'Assemblée décide de la suspension de la grève générale lancée en date du 13 novembre 2025, publiée sous la note numéro 045-25-ERNEC-BEN-SG du 12 novembre 2025. Sur ce, le Bureau exécutif national du réseau national des enseignants communautaires, dit les pétitionnaires, demande à tous les enseignants communautaires grévistes sur toute l'étendue du territoire national de reprendre normalement les cours dès la date du 5 janvier 2026 à 7 heures précises. Le réseau national des enseignants communautaires attend désormais du gouvernement la concrétisation du protocole d'accord dans un délai raisonnable. L'Assemblée se réserve le droit de relancer la grève au cas où les accords conclus ne sont pas mis à exécution au profit des enseignants communautaires grévistes dans un délai raisonnable. Le cahier de charges du réseau national des enseignants communautaires, dit pétitionnaire, souligne entre autres l'octroi d'un quota exercice 2026 de plus de 12 000 postes budgétaires, dont 3 000 places aux enseignants communautaires avancés en âge pour une intégration massive de cette catégorie d'enseignants à la fonction publique. Et vous avez aussi ceux des structures qui ont été dissoutes jusqu'à aujourd'hui. Ces derniers n'ont jamais eu les droits. Je vais parler ceux de l'ONPT. Faut pas les oublier parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est maman, c'est papa pour certains. C'est pour nous des grands-pères qui continuent à battre les tam-tams et les couverts de marmite nuit et jour sans pourtant avoir gain de cause. Si on n'a pas la solution, nous allons dormir ici à la primature. Là, nous sommes devant la gare, non? Voilà, on n'est pas des petits-enfants. S'il pleut, il faut rester dans la maison. Si tu continues à courir pour arriver au village, tu vas te mouiller, ne cours plus. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir 2 fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable.
Si on voulait prendre le dossier, nous ne pouvons pas arriver dans ce problème-là. C'est le directeur de la CNCS. C'est lui qui bloque nos dossiers, c'est lui qui bloque nos affaires. C'est lui. Sinon, avec les 3 milliards, on pouvait prendre les 600 dossiers. Puisque nous avons fait un tour au niveau du ministère des Finances. Ils nous ont dit le dossier est bel et bien arrivé. Ils vont programmer. Prenez le dossier. Maintenant, nous, on se pose la question. À qui profite ce bruit-là? La primature, c'est leur dernier rempart, disent-ils, très impatients de voir leur dossier être traité à la CNCS pour enfin percevoir leur pension. Voilà la réalité. Malheureusement, vous avez des gens qui font de la bamboura avec de l'argent public. Donc, on se dit tout pour le PCT, rien pour le peuple. Comme le disaient nos aînés Ange Diawara avec ses compagnons, l'Obimitri, l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, qui continue son règne tout en méprisant voilà les principes et les valeurs notamment dans ce pays. Donc voilà un peu ce qu'il en est notamment du syndicalisme au Congo, des grands groupes, et aussi notamment des sous-groupes. Et aujourd'hui, nous constatons encore, je dirais, la manipulation au sein de ces groupes, parce qu'il faut le signifier aux Congolais et également à l'opinion internationale, parce que ces groupes sont affiliés à des grands réseaux, notamment au niveau international. Mais au niveau du Congo, la situation continue à aller de mal en pire. Jusqu'à présent, rien ne s'améliore dans ce secteur du syndicalisme au Congo. Et donc, voilà un peu ce qu'il en est. Et aussi, il faut le dire que bon nombre qui rejoignent ces groupes du syndicalisme, c'est juste pour leurs intérêts personnels, parce que les motivations, quelle est la motivation qui anime ces derniers à rejoindre notamment les groupes des syndicats? La première motivation pour certains, c'est tout simplement, comme on le dit, faire du bruit pour se faire voir et ensuite bénéficier de certaines faveurs de la part notamment du système en place. Et donc, je vais pouvoir entrer encore en profondeur dans le vif du sujet, vous présenter un groupe, la CSTC, qui est notamment piloté par monsieur Hello Bellard, qui aussi, ça il faut le noter, bien que quand on est membre d'un syndicat, cela n'enlève pas à une personne ses convictions de pouvoir adhérer à une organisation politique. Mais ce dernier, il faut le souligner que c'est un membre, si je ne me trompe pas, du Parti congolais du travail, qui est le PCT, et qui est aussi, je pense, au comité, je dirais, au comité central du PCT. La Confédération syndicale des travailleurs du Congo a organisé le 1er mai à Brazzaville, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, un défilé au boulevard Alfred Raoul. Lequel défilé a mis en mouvement les travailleurs des administrations publiques et entreprises privées affiliés à cette organisation qui milite pour les intérêts moraux et matériels de ces derniers. Un événement tenu sous le signe de la cohésion entre les membres.
La joie nous incombe. Pourquoi? Parce que c'est la fête des travailleurs. Nous sommes arrivés pour participer avec notre centrale. Pourquoi? Parce que la centrale, la CSTC, a démontré sa grandeur, que c'est la grande centrale au niveau du Congo, Brazzaville. Vous avez vu les troupes, comment ils ont défilé. Donc nous, personnellement, d'habitude, c'est pas un problème, c'est pas seulement aujourd'hui, nous avons l'habitude de défiler ensemble au sein de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Premièrement, c'est une date mémorable, d'où ça ne fait que nous réjouir. L'argent ne peut être qu'immense, du fait que la date du 1er mai est pour nous une date de fierté, une date festive. Quelques travailleurs à cette journée du 1er mai ont relevé les difficultés liées à leur secteur d'activité. Notre métier ici au Congo est trop marginalisé. Quand on regarde par exemple l'état de route, l'état de route ne nous permet pas de garantir vraiment la survie. Quand on regarde par exemple les contrôles abusifs, je suis un ancien chauffeur, mais je n'ai pas encore vu les contrôles abusifs tels qu'aujourd'hui. Les difficultés sont immenses. On commence d'abord par l'état des routes et en plus le problème du carburant qui ne cesse de nous emmerder. Voilà pourquoi nous profitons de cette date mémorable, festive, de lancer l'appel auprès des autorités compétentes afin qu'ils essaient de remédier à cette situation qui est en train de déséquilibrer notre quotidien de tous les jours. Saluant la mobilisation des participants à la journée du 1er mai, le président de la CSTC a encouragé les travailleurs à œuvrer pour la bonne marche du pays. Ce 1er mai 2025 m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, vaillants et infatigables travailleurs, mes félicitations pour les efforts constants et le professionnalisme dont vous avez toujours su faire preuve pour satisfaire au mieux vos employeurs. Je mesure à juste valeur votre labeur quotidien qui a permis notre organisation de se préserver des grèves récurrentes qui ont souvent perturbé la paix sociale et, par voie de conséquence, d'enregistrer d'importants acquis dans le cadre de la mise en œuvre de nos stratégies de préservation du climat social apaisé dans notre pays, plus spécialement en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et du bien-être social des travailleurs. Deux sujets pour lesquels s'ajoutent d'autres, dont ceux des enseignants des lycées d'excellence de Mbunda et d'Oyo, de la Société des pavés du Congo, de la Société des transports publics du Congo, STPU, communément appelée Mal à l'aise, de l'Agence congolaise des systèmes d'information et de la Tour Nambemba, où l'employeur s'obstine au non-respect de la réglementation du travail. Cet employeur s'est plutôt engagé sur la piste de la mise en chômage économique des travailleurs et des licenciements abusifs. De même, la situation de notre camarade Okombi Romain, qui demeure d'actualité, en raison de son opiniâtreté à défendre les idéaux de la CSTC au niveau de sa fédération syndicale, les MICODEC. Notre camarade vit et continue à vivre un complot de la part des responsables de la MICODEC. La CSTC demande au voyant camarade Romain Okombi de tenir bon. Les participants à cette journée du 1er mai ont relevé la nécessité d'organiser de tels événements qui visent le renforcement des liens d'amitié et professionnels entre les membres des structures affiliées à la CSTC. Vous avez certains qui le connaissent mieux, c'est un monsieur qui est membre du PCT, la Confédération syndicale congolaise fondée en 1993 et affiliée à la Confédération syndicale internationale CSI. Et vous allez constater que dans ce grand groupe aujourd'hui, vous avez plusieurs problèmes qui n'ont jamais été résolus. Les gens partent en grève, mais la finition, c'est
des promesses non tenues, et malgré notamment ces promesses non tenues, vous avez les travailleurs qui continuent à vivre dans une précarité immense. Certains meurent parce qu'il manque des moyens, des moyens pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se vêtir, se loger également. Mais malheureusement, comme on le dit dans notre jargon courant qu'on utilise souvent au Congo, voilà, le chien aboie, la caravane continue d'avancer. C'est ça aujourd'hui la République du Congo. Le chien aboie, la caravane continue d'avancer. Donc, on va relever des faits tels que vous avez dans certains secteurs où vous allez constater qu'il y a plus de 40 ou, je sais pas, 60 mois d'arriérés. Ben, après, c'est le système, notamment le gouvernement, entre guillemets, quand on dit le système, le gouvernement, entre guillemets, va tout simplement duper notamment et corrompre, parce qu'avant de duper, il passe par la corruption, donc il corrompt les responsables syndicaux, et ensuite il verse à 2 fois 1 mois ou 2 mois, face à un arriéré de 60 mois ou je sais pas, de 10 mois, alors que ça c'est une grande duperie, c'est une escroquerie. Et à la fin de compte, tout tombe à l'eau. Et ça devient rebelote notamment au niveau de ce secteur-là. Donc, à chaque instant, ce sont des grèves. Pendant que nous parlons, il y a plusieurs grèves aujourd'hui au Congo. Il y a plusieurs mouvements de grève au Congo qui commencent récents. Nous avons eu la grève notamment du personnel du secteur de la santé. Nouvelle année, des nouveaux défis se présentent au pays avec l'élection présidentielle de mars 2026. Dans les hôpitaux, la grève des agents de santé se poursuit. Seulement 1 mois payé sur 5 revendiqués. Au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le climat est morose malgré le service minimum. Au service de consultation externe, quelques malades venus se faire consulter traînent. La plupart des services sont quasiment fermés. Je suis sur le point de rentrer, car je suis ici depuis 6 heures pour espérer faire mon contrôle médical, mais nous n'avons aucun médecin, ils sont en grève. À la banque de sang, le service est animé normalement. Des donneurs venus en masse attendent de passer à tour de rôle. Les médecins sont là, mais personne n'ose se livrer à notre micro. Aux urgences, c'est un décès qui est enregistré après notre passage. Après le CHUB, direction hôpital mère et enfant Blanche Gomez. Ici, dès l'entrée de l'hôpital, c'est une affiche qui renseigne la grève du personnel enseignant. Dans les services, quelques médecins sont là, mais le climat interpelle. Les couloirs et les salles sont vides. 13 jours déjà que des grandes structures sanitaires sont en grève. Ce sont les Congolais qui en paient les frais au quotidien. Dans une fine frange peut oser opter vers les cliniques privées pour se faire soigner, mais à quel coût? La situation sociale dans les structures hospitalières à budget de transfert frise et appelle à des solutions en urgence pour permettre à l'accès aux services de santé de qualité de la population. Qui avait commencé, et je ne sais pas si cette grève s'est arrêtée, nous avons ceux de l'université Marien Ngouabi qui ont commencé et ensuite arrêté. Nous avons ceux du secteur, je dirais, du préscolaire, du primaire, si je ne me trompe pas, les enseignants appelés vacataires et volontaires qui ont aussi lancé notamment un mouvement de grève, mais malheureusement, ces grèves n'aboutissent pas notamment au règlement de ces contentieux, mais c'est plutôt
le surplace que notamment ces travailleurs font. Tout simplement parce que nous avons des syndicats qui sont inféodés, infiltrés, et voilà, c'est, je dirais, la corruption totale dans ces milieux-là. Ici, il s'agit d'interpeller notamment ceux qui sont dans ce secteur pour leur dire, par rapport à toutes ces questions que je venais d'aborder sur notamment ce qui se passe dans ce secteur, dans ce groupe, notamment de la CSTC, qui est piloté par monsieur Elo Bellard, c'est de lui dire, si aujourd'hui rien ne marche dans ce groupe-là, c'est parce qu'il est responsable et que ce dernier est à l'origine notamment de la corruption qui se passe dans ce groupe, dans ce grand groupe de la CSTC. Donc, en République du Congo, la CSTC, aujourd'hui, c'est un frein, je dirais, pour les droits des travailleurs qui sont affiliés, je dirais, à ce grand groupe-là. Et donc, pour là aussi, je vais interpeller le groupe international auquel la CSTC est affiliée, de prendre des mesures, contre, ou soit il s'agit de le radier de ce grand groupe, parce que ce groupe constitue un frein, un danger pour tous ceux qui sont affiliés à ce grand groupe syndical créé en 93 en République du Congo. Donc, à propos de tous je dirais, ces injustices sociales auxquelles ce groupe, la CSTC, participe avec le système, dit le gouvernement, qui est à la tête de ce pays, le Congo, nous nous chargerons d'interpeller ce réseau international, la CSI, pour les mettre, je dirais, devant un fait accompli concernant ce grand groupe qui est affilié, notamment à ce groupe au niveau international. Nous interpellons par, je dirais, ce canal, les travailleurs du Congo qui sont aujourd'hui menacés, parce qu'il faut le dire, parce que menacé, quand on n'a pas son dû, on est menacé. Parce que tout travail mérite son dû. Et quand on n'est pas payé, on ne peut pas vivre. Et en tant que travailleur, parce qu'on a toute une famille, on sait. Par ce biais, par le biais de cette émission, nous interpellons les travailleurs du Congo à prendre leurs responsabilités également face à toutes ces injustices vis-à-vis de ceux qui sont censés défendre leurs droits, ceux qui sont censés défendre leurs droits, les groupes auxquels ils sont affiliés, qui sont censés notamment porter leurs revendications vis-à-vis des responsables, notamment des entreprises ou du gouvernement, et également leur dire tout simplement que voilà, tout travailleur mérite son dû, et quand on n'est pas payé, c'est un droit qui est bafoué. Et non seulement derrière ces droits, on retrouve, bien que certains vont dire c'est le pécunier, mais on retrouve aussi la survie de la société et du pouvoir d'achat. Nous parlerons ce soir du Congo-Brazza où les retraités réclament
21 mois d'arriérés de pension. On va évoquer aussi la RDC et ses tensions au sein de la coalition Kabila-Tshisekedi. La Guinée-Conakry, une nouvelle date pour les législatives dans un contexte plutôt tendu. Et puis le Togo, l'ANC relance le débat sur la recomposition de la Cour constitutionnelle. Autour du plateau pour en parler, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et bonsoir à tous les téléspectateurs. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous sur le plateau et surtout à ceux qui nous suivent. Et Rodrigue Aego, correspondant de Radio Canal K Suisse au Togo. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver au plateau avec mes confrères et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Le Congo-Brazza, pour commencer, l'Union pour la défense des intérêts des retraités immatriculés à la caisse de retraite des fonctionnaires vient d'adresser une lettre ouverte au Premier ministre congolais Clément Mwamba. Ce courrier contient une série de revendications de plus de 26 000 retraités qui exigent notamment le paiement de 21 mois d'arriérés de pension cumulés depuis 2016. Dans une lettre ouverte à Clément Mwamba, les retraités rappellent au chef du gouvernement que la pension n'est pas une aumône, ni une bourse, ni un salaire, et lui demande de diligenter le règlement des arriérés de pension qui s'élève à 21 mois. Rodrigue Aego, 21 mois pour des retraités, c'est pénible. Il faut plutôt dire que c'est suicidaire. C'est suicidaire parce que déjà il faut... C'est le mot qui me venait que j'évitais. Mais c'est suicidaire parce que quand vous allez plus loin, vous fouillez, il y a quand même des gens qui sont malades, il y en a qui perdent la vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen. Il y en a à qui on a coupé l'électricité et que la compagnie qui distribue l'électricité aurait même emporté des compteurs par endroit. Donc il y en a forcément des enfants qui ont leurs enfants qui ne peuvent plus exécuter leur habitude de vie convenablement. Il y a forcément une contrainte liée à un changement brusque d'habitude de vie à un niveau donné parce que 26 mois d'arriérés pour un retraité, en tout cas ceux qui nous suivent et qui sont ici entre nos murs peuvent en savoir quelque chose. C'est assez pénible. C'est assez pénible parce qu'une fois moi j'avais mené une enquête autour de cette histoire de retraités, de cette histoire de pension de retraités. Figurez-vous qu'il y en a qui touchent jusqu'à 1800, jusqu'à 1500 par mois, oui, par mois. Et c'est assez pénible. Si il vous arrive de cumuler ça jusqu'à 26 mois, d'abord des difficultés pour payer le loyer, pour vous soigner et tout, c'est là je dis que c'est suicidaire. Et tout ça, ça découle de ce que je peux appeler manque de prévision en matière de gouvernance sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, ailleurs, sous d'autres cieux, dans les pays développés, on parle beaucoup plus de la santé pour tous, on parle des allocations familiales, on donne beaucoup plus d'avantages à un niveau donné et on revoit même l'âge de départ à la retraite par endroit. Sous les tropiques, par exemple, c'est assez compliqué et tout ça découle de la façon dont on gère d'ailleurs les ressources du pays. On ne met pas de côté, on ne pratique pas la politique des fourmis, mettre de côté pour que lorsqu'il y a la rupture, qu'on arrive en saison de rupture, qu'on puisse essayer quand même de combler les trous. Donc c'est assez difficile, c'est une problématique qui nécessite des réflexions approfondies et ça interpelle à une gestion beaucoup plus saine des ressources que génèrent nos pays. 5 mois d'attente pour percevoir leur indemnité de fin de carrière, une rétribution qui leur revient après des loyaux services rendus à la nation. Voilà la triste réalité de ces retraités qui se muent depuis un moment en musiciens de fortune avec pour instruments des vuvuzelas, des sifflets, des couvercles, des casseroles. Après des demandes d'audience restées lettres mortes et face aux antivaleurs d'enfants montrent certains fonctionnaires qui exigent des pourcentages pour enclencher le paiement, ces femmes et hommes n'en ont que trop marre d'attendre dans l'indifférence de tous. Nous avons sollicité une audience au niveau de la primature, au niveau du Parlement, au niveau du budget. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons qu'on nous appelle pour pouvoir présenter nos difficultés. La procédure a été entamée, engagée. On a payé juste, je dirais même pas une dizaine de personnes qu'on a payées. Et voici plus de 3-4 mois que nous sommes là. Si l'État n'était pas responsable, il nous payait correctement pour marcher sur ces antivaleurs. Qu'est-ce qui nous a fait de mal pour ce pays? Dans cette attente, ce sont souvent les plus petits qui en pâtissent.
Dans nos familles respectives, les enfants ne vont pas à l'école. Ils n'attendent que cet argent. Depuis le début de la rentrée scolaire, aucun de mes enfants n'a pu avoir un seul cahier pour reprendre l'école. Ces retraités dont l'existence devient un véritable calvaire n'attendent plus que la reprise du paiement de leur indemnité de fin de carrière, sans une quelconque décote. Le citoyen, notamment, derrière c'est dû. Et c'est tout, on sait aujourd'hui qu'au Congo, le salaire d'un individu nourrit, je dirais, toute une famille. Et quand un fonctionnaire ou un travailleur n'est pas payé, il y a, je dirais, l'impact sur la société. Et voilà pourquoi nous avons notamment aujourd'hui la destruction du tissu social dans ce pays. Tous les impacts aujourd'hui liés, non seulement, puisqu'on parlait récent, nous sommes en train d'interpeller sur la situation dit bébé noir, mais ce facteur est lié à ces causes. Parce que quand on parle de la cause, il y a aussi les causes causantes. Et donc, c'est pour interpeller les travailleurs qu'ils ont la possibilité parce que nous avons essayé, pas seulement essayé, mais à une certaine époque dans ce pays, nous avons poussé certains travailleurs à prendre leurs responsabilités. Comment prendre leurs responsabilités? C'était en mettant en place les comités de fait qui devraient notamment prendre le relais lorsque les syndicats, les mouvements syndicaux ont failli. Et ici, il s'agit de vous impulser plus loin encore, à ne pas seulement s'arrêter au niveau du Congo, puisque vous avez des organisations au niveau international qui s'occupent de ces questions, comme l'OIT et le BIT. Donc, vous avez le BIT également qui s'occupe notamment de ces questions de violation, parce qu'il s'agit ici d'une violation gravissime. Son engagement pour les populations les plus vulnérables n'a pas de limite. Le BIT, Bureau international du travail, a initié un atelier de renforcement de capacité des acteurs nationaux de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'accompagner ceux-ci en vue de poser les bases d'un système efficace et durable de protection sociale et assurer la sécurité des travailleurs de l'économie informelle. Zeynab Dosso et Ismaël Doza nous en parlent. Selon les estimations de l'OIT, Organisation mondiale du travail, seulement 18% de la population est couverte par au moins une prestation de protection sociale en Afrique. Connaître le suivi de la situation de protection sociale en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de cet atelier de renforcement de capacité des acteurs nationaux issus des ministères du Travail, des Statistiques, des programmes de protection sociale. Un suivi qui passe par des mécanismes appropriés définis à l'échelle nationale. La protection sociale, c'est un droit et les États et la société entière doivent mettre en place des mécanismes pour couvrir les populations. Alors à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes en train de progresser vers l'extension de la couverture? Quels sont les obstacles, quelles sont les lacunes? Et donc ce premier atelier-là sur le suivi de la situation de la protection sociale permettra de discuter avec l'ensemble des acteurs. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme permanent de production des statistiques sur la protection sociale en Côte d'Ivoire. De telle sorte qu'à un moment donné, lorsque les autorités nationales, les organisations internationales veulent savoir quelle est la situation, on puisse leur présenter cette situation, mais à côté de ça, qu'on puisse dire quelles sont les lacunes, quels sont les défis sur lesquels on doit travailler pour étendre la protection sociale. J'attends de mieux m'informer sur les différents concepts qui sont développés aujourd'hui en ce qui concerne la protection sociale en Côte d'Ivoire. Une telle thématique, surtout quand elle est appuyée par des acteurs de haut niveau comme le BIT et l'Union européenne, il faut donc toujours prendre ces opportunités-là. Après le renforcement de capacité des acteurs nationaux,
Les réflexions se poursuivent jusqu'au 9 juillet avec accent mis sur la sensibilisation sur l'extension du régime obligataire de sécurité sociale aux travailleurs de l'économie informelle, longtemps restés exclus du processus de protection sociale. Un atelier qui se veut un cadre d'échange sur les questions d'identification des travailleurs de l'informel et leur contribution sociale. Gravissime parce que il faut le noter qu'à travers le monde, si nous avons eu des grands changements à travers le monde, c'était lié aux questions de la lutte sociale. Et donc, les questions de la lutte sociale, tout est parti des mouvements des travailleurs. Le changement qui s'est opéré dans certains pays, tout est parti de ces luttes-là. L'enjeu central de cette note, c'était de rappeler que des mouvements sociaux, encore aujourd'hui, peuvent être victorieux, et ce, malgré le discours, notamment médiatique, voire politique, de nos adversaires. Cette note a été rédigée dans un cadre collectif. J'y ai participé, mais aussi Fanny Gallo et Jean-Marc Chiappa, qui sont donc les co-animateurs du département d'histoire de l'Institut La Boétie. Avec cette note, on a essayé de prendre quelques exemples récents dans les 20 dernières années de mobilisation sociale qui ont fonctionné. C'est un moment intéressant parce que ça montre tout l'intérêt de l'auto-organisation et des AG, des assemblées générales, dans ce processus démocratique donc pour le mouvement, avec l'idée que ce sont les personnes qui sont mobilisées, ce sont les grévistes, les étudiants qui doivent donner la direction au mouvement. C'est à partir de ce type d'organisation que le mouvement a pu réussir. Ça montre que la grève, les caisses de grève sont un outil financier évidemment, puisque ça permet, quand on fait grève, on n'est plus payé forcément, et donc ça permet de compenser cette perte de salaire. Aussi, ça permet aux grévistes de se sentir soutenus, de voir qu'il y a une solidarité en acte, et donc c'est un enjeu majeur pour la durée du mouvement. L'exemple de Notre-Dame-des-Landes est très intéressant parce qu'on voit bien la convergence de secteurs différents qui sont en général mobilisés, mais pour d'autres types de luttes. Il y a des syndicats d'agriculteurs comme la Confédération paysanne, il y a plus largement des militants altermondialistes, des écolos, etc. Et puis aussi une mobilisation d'acteurs internationaux, de militants qui viennent du monde entier pour prêter main forte sur le terrain aux personnes qui sont engagées contre ce projet d'aéroport. La victoire, elle est permise justement par cette forme d'alliance, de conglomérat de personnes qui viennent de luttes différentes initialement et qui se réunissent autour de ce projet particulier, enfin de l'opposition à ce projet particulier. Alors, par rapport aux Gilets jaunes, la grande nouveauté, ça a été aussi des mobilisations numériques, des mobilisations sur Internet. Et c'est vraiment ça qui a permis de prendre par surprise le gouvernement. Ça a été un renouveau en France, cet aspect vraiment mobilisation initialement numérique et qui ensuite se traduit concrètement par l'occupation sur les ronds-points, également des manifestations massives, à Paris notamment, dans des grandes villes, mais aussi dans des plus petites villes. Et donc c'est l'ensemble de ces modes d'action différents, en plus avec un très grand niveau de conflictualité sociale, qui a permis d'abord d'obtenir des mesures en faveur du pouvoir d'achat notamment, et puis de faire vraiment peur au gouvernement. Cette mobilisation-là part de secteurs traditionnels, on va dire, donc la RATP, les cheminots, le secteur du transport et aussi de l'énergie. Et progressivement, elle s'étend à d'autres secteurs de la population, notamment avec l'exemple très parlant et très symbolique des avocats qui jettent leurs robes et également les enseignants qui se sont mobilisés. Le mouvement s'est étendu. Le gouvernement d'ailleurs a eu très peur qu'il y ait une forme de rapprochement de ces secteurs syndicaux, on va dire, avec les Gilets jaunes. Donc ça a participé à mettre le gouvernement dans une position compliquée qui a définitivement enterré ce premier projet de réforme des retraites de Macron. Par rapport à ce mouvement de grève, tous les voyants sont au vert, dans le sens où il y a un front intersyndical uni, y compris avec la CFDT qui, antérieurement, était beaucoup plus modérée, mais qui là appelle à bloquer le pays. L'intérêt d'avoir mis cette date au 7 mars, c'est que ça a permis de
d'organiser la grève, de la préparer avec donc des caisses de grève qui ont pu être abondées. De ce point de vue-là, le 7 mars, on le sait, il était prévu que ce soit une mobilisation énorme. Après, la question qui se pose, c'est la durée de ce mouvement-là. Est-ce que les grévistes auront les forces suffisantes? Est-ce que les caisses de grève seront suffisantes pour faire durer ce mouvement? Et puis il y a aussi la question de l'élargissement du mouvement avec d'autres formes qu'on montre dans la note, notamment des formes d'auto-organisation à la base qui pourraient participer donc à la fois au durcissement et à l'élargissement de ce mouvement pour qu'on puisse gagner. Et donc, c'est lorsque nous interpellons les travailleurs congolais à aller plus loin, à mettre en place ces comités de fait afin de prendre contact avec l'OIT et le BIT pour mettre la pression sur le gouvernement congolais qui viole notamment les lois qui existent, notamment à travers, parce qu'il faut le noter dans la charte des droits civils et la charte des droits civils et politiques, cette question est abordée. Également la charte des droits économiques, nous avons aussi cette question qui est abordée. Donc aujourd'hui le gouvernement qui a pris ce pays en otage viole ces droits-là. Donc c'était à ces travailleurs de prendre leurs responsabilités. Personne ne viendra le faire à votre place. Personne. Et donc, en tant que travailleur et en tant que adhérent à notamment cette plateforme, c'est ce groupe qui est la centrale syndicaliste du Congo, la CSTC, vous avez cette possibilité-là de prendre vos responsabilités et afin de mettre hors d'état de nuire ceux qui constituent un frein pour vos droits. Donc, vous avez ce monsieur qui est à la tête de ce groupe-là, mais il faut le virer. Il faut le virer quand vos droits sont bafoués. Il faut prendre vos responsabilités. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez aller vers les organisations. Si au niveau national, parce que ça, il faut le noter ici, je parle en tant qu'acteur des droits humains. Nous connaissons comment est-ce que les choses se passent. Aujourd'hui, on sait quand vous allez vous mettre en avant, vous aurez des interpellations. Mais n'ayez pas peur, nous sommes avec vous. Nous, en tant qu'acteurs des droits humains, en tant que structure de la société civile congolaise, nous serons là pour vous accompagner nuit et jour. Nuit et jour. Donc, c'est là aussi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Vous pouvez prendre contact avec les organisations de la société civile, telles que l'OCDH, la plateforme des droits humains au Congo, afin que ensemble nous puissions travailler ensemble pour mettre hors d'état de nuire ceux qui constituent un frein pour le respect de vos droits en tant que travailleurs. Et donc, vous avez cette possibilité-là de le virer. Et si au niveau national, on constate qu'il y a les pressions, parce qu'on connaît, qui peuvent venir de la part de ceux du système en place, du gouvernement, parce que ils vont vous menacer par notamment les structures qu'on connaît, la CID, vous aurez des convocations soit à la coupole ou à la direction générale de la police. Mais face à ces pressions, ces menaces-là, vous ne devez pas baisser vos bras. Baisser les bras, ce serait aussi accepter la violation de vos droits. Donc, il faudrait, parce que ce sont des droits qui sont inaliénables quand on est travailleur. Jouir de son salaire, travailler
dans un espace digne de ce nom, le respect de l'emploi du temps, notamment de l'heure également, tout ça, cela, je dirais, comment est-ce que je pourrais dire, tout ceci constitue la défense de vos droits fondamentaux. Voilà, la défense de vos droits fondamentaux. Donc, vous avez ce droit-là de pouvoir interpeller et monter au créneau, prendre la parole. N'ayez pas peur de prendre la parole en tant que travailleur. Récemment, j'ai vu ceux de la Congolaise des eaux, si je ne me trompe pas, qui ont pris la parole, puisque, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Ceux-là ont franchi un pas. Ne vous arrêtez pas seulement là, mais il faut prendre vos responsabilités. Prendre vos responsabilités, c'est se lever et défendre. S'il faut faire des grèves qui vont durer des mois et des mois, vous avez ce droit-là tant que vos dus ne sont pas versés. Donc, nous allons vous accompagner en tant qu'acteurs des droits humains pour escalader au niveau international. Si au niveau national, les choses n'y vont pas dans le sens de vos attentes. L'interpellation que nous lançons envers les travailleurs du Congo qui sont affiliés à ces grands groupes et aussi ceux de ces sous-groupes. Ici, j'aimerais interpeller notamment les travailleurs à leur tout simplement dire ceci, que les premiers responsables de les échecs, notamment que vous subissez lors de des grèves des grèves qui sont lancées plus tôt, c'est les responsables, notamment des syndicats qui sont, je dirais, qui sont donc les responsables du syndicat qui sont en complicité avec ce système qui est au pouvoir, donc le gouvernement. Voilà pourquoi vos revendications n'atteignent pas gain de cause, ne trouvent pas gain de cause plutôt. Cette interpellation concerne les travailleurs du Congo et nous n'allons pas nous arrêter là parce que ici, il s'agit de vous pousser à prendre la parole. Nous sommes à votre disposition. Je pense que les coordonnées seront mises dans, je pense, la bannière de cette émission afin de pouvoir susciter notamment cet engagement, faire en sorte que vous puissiez revendiquer vos droits sans pourtant avoir peur de qui que ce soit dans ce pays, et aussi vous permettre à avoir gain de cause dans la suite de vos revendications. Donc, le but de cette émission, c'est d'étayer notamment les travailleurs du Congo, vous dire que vous avez vos droits, non seulement aussi vos devoirs, mais aujourd'hui, c'est qu'on constate que ce sont vos droits qui sont bafoués. Et donc, pour que prochainement que vos droits ne soient plus bafoués, je pense qu'il est plus que temps de prendre la parole sans avoir peur, parce que la peur est une prison en soi. Quand on a peur, on subit. Je reviens sur la citation de Monseigneur Nkombo qui disait « Quand on est citoyen, on doit s'engager ». Mais moi, je dirais, quand on est un travailleur, on doit s'engager pour défendre ses droits, parce que cela constitue également un point saillant pour le développement de notre société. Parce que dans un pays où
les travailleurs ne sont pas payés, nous aurons tout le temps les problématiques du pouvoir d'achat. Donc, sur ce, dans un pays où les travailleurs ne sont pas payés, nous avons la destruction, en gros, du tissu social. Les enfants n'iront pas à l'école. Vous avez des foyers qui vont se briser. Vous aurez également des familles qui se brisent, parce que ça, il faut le noter aujourd'hui. Si on constate que nombreux sont en train de vendre des parcelles au Congo, c'est dû aussi à ça. Vous avez un monsieur qui travaille, qui est au niveau de la mairie, mais j'aimerais faire un nota béni. Vous avez dans certaines villes au Congo, vous avez les agents de mairie ont des problèmes, des sérieux problèmes, même pour louer des maisons. Quand on constate que c'est un agent de la mairie, on le met à la porte, parce que aujourd'hui, on sait que les agents de mairie ne sont pas payés. Certains compilent 60 mois, 50, 48 mois. Mais comment est-ce que ces gens-là vont vivre, des pères de famille? Et aujourd'hui, ça conduit aussi à la vente de certaines parcelles à Brazzaville, je dirais à Pointe-Noire, par-ci et par-là, parce que les gens n'ont pas un dû. Les gens n'ont pas un dû. Aujourd'hui, il y a un adage qui dit, ceux qui vont au Congo, que les gens utilisent aujourd'hui, même ceux qui vont travailler et ceux qui restent à la maison sont identiques. Malheur que hier, c'était pas le cas. Mais donc, nous vous disons ceci, quand un travailleur n'a pas son dû, c'est toute une société qui est en débandade, parce que nous aurons tous les phénomènes que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Tous les phénomènes, je dis bien, tous les phénomènes que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Vous avez le phénomène bébé noir, elle est liée également à ça. Elle est liée également à ça. Si ces enfants se retrouvent dans la rue, c'est tout simplement parce que pendant des parents sont obligés de sortir à 6 heures du matin, de revenir à 24 heures. Comment est-ce qu'un parent, parce que ce dernier n'a pas de dû après la mairie, ce dernier doit passer à un autre endroit pour aller chercher de quoi nourrir. Pendant ce temps, les enfants n'y vont pas à l'école. Pendant ce temps, comment est-ce qu'il aura le temps d'éduquer? Voilà. Les enfants, voilà, ne sont pas soignés également. Et donc aujourd'hui, on constate que les Congolais, vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a des appels, les gens abandonnent même leurs malades dans les lits des centres hospitaliers. Les gens abandonnent aujourd'hui, alors que hier, le Congolais ne peut pas abandonner. Vous avez même certains qui abandonnent leurs parents décédés dans les morgues parce qu'il leur manque des sous. Donc, la situation est gravissime au Congo. Je pense qu'il est plus que temps de retroucher les manches en tant que travailleurs et aussi en tant que population congolaise, parce que si les travailleurs ne sont pas payés, ceci, la société ne peut pas mieux marcher. Donc, quand ces travailleurs revendiquent, les mamans du marché aussi, vous pouvez aller les accompagner. Parce que si ces travailleurs ne sont pas payés, mais vous dans le marché, qui va vous acheter les denrées alimentaires? Donc, les enfants, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont notamment dans les écoles, vous aussi, vous avez la possibilité d'accompagner vos parents lors de ces revendications liées à leurs droits. Parce que quand ils ne sont pas payés, vous n'irez non plus à l'école. Ceux qui sont dans le secteur, je dirais, du transport en commun également, vous n'allez pas faire profit
Parce que les gens seront obligés de faire Madibou ou Ngangalingolo à pied. Parce que n'ayant pas de quoi payer le service, ce service malgré qu'il est payant, mais ils sont obligés de quitter à deux fois Ngangalingolo jusqu'au CCF à pied ou jusqu'à, je sais pas, ONG à pied, parce qu'ils n'ont pas de dû. Donc, aujourd'hui, je lance cet appel vis-à-vis de la population congolaise. Quand il y a des grèves, peu importe le secteur, il est temps aussi d'accompagner. Et les acteurs d'autres structures également, vous avez la possibilité d'accompagner aussi, je dirais, ceux qui revendiquent leur dû. Il y a eu un moment, je dirais, quand j'étais sur place, je le faisais. Nous le faisons, pour ne pas dire je, puisque le mot est haïssable. Nous avons accompagné notamment nos mamans ou nos parents qui revendiquaient leurs sous devant, je dirais, le trésor public, à Pointe-Noire devant la bourse de travail. Nous avons accompagné. Donc, les jeunes Congolais, vous qui aimez aussi votre pays, la population congolaise, vous pouvez aussi faire autant afin que nous puissions obtenir gain de cause. Je pense que si les travailleurs sont payés normalement, nous aurons moins de problèmes dans ce pays. Je dis bien moins de problèmes dans ce pays. Pourquoi? Parce que la corruption aussi est liée à ce manque de salaire. Si aujourd'hui, les gens sont en train de parler de la corruption, c'est lié aussi à ça. On presse les travailleurs et à ce moment, le système, c'est par là que le système profite de corrompre notamment la société. Parce que si les gens sont payés, je ne pense pas que ce système-là pourra donner, je dirais, 500 ou 1000 francs à une personne pour aller se lever au soleil. Parce que une personne qui a son salaire, je pense que quand on dit le travail dans l'indépendance, rend un homme indépendant plutôt. Le travail rend un homme indépendant. Pourquoi? Parce que cet homme aura un dû la fin du mois. Mais si cet homme est indépendant, croyez-vous qu'un politicien ou je ne sais pas corrompu pourra-t-il, je dirais, corrompre le citoyen si facilement? Je pense pas. Je pense pas. Et donc, voilà. Donc, merci, je dirais, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous n'avons pas la science infuse, ça il faudrait le noter. Donc, ceux qui ont les contributions à donner pour que nous puissions atteindre notre objectif, nous sommes ouverts à vous écouter. Et également, si vous voulez participer, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous allons vous accueillir à bras ouverts afin de contribuer pour que le Congo puisse en sortir. Parce qu'ici, il s'agit du Congo. Parce que l'homme est au centre de la société. Merci.